pour les gens qui t'entourent. Parce qu'en fonction de la personne que tu as en face de toi, tu vas donner qui es-tu pour tes proches. Oh, j'en ai fait plein. On ne me l'a jamais posé cette question-là. Tu tires toujours des leçons des expériences. Tu tires toujours des leçons, même de tes échecs, tu vois. Et d'ailleurs, le fruit de l'échec, c'est l'expérience. Et en fait, t'attends quoi? C'est deux choses. Il y a t'attends quoi et fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Tu sais combien de fois, des fois, je pleurais, j'avais des problèmes perso, trucs. De quoi je me plains, en fait. Et puis en plus, quand les gens ils sont là, ils vont t'essayes de ramener. Moi, j'essaye toujours de ramener le smiley. Ah, comment ça va? Vous avez bonne mine aujourd'hui, ça va? Moi, de Ramadan, il ferme, c'est wouh! C'est libéré, délivré, tu vois. Et voilà, je vais te donner un truc tout bête, un hack qui marche très souvent. Salam Nabil, ça va? Wa alaykoum salam, ça va et toi, mon frère? Ça va, alhamdoulilah. C'est top. Nabil, qui es-tu? Moi, je suis le fils de Abdelrahman. C'est la base. Allah yarhamou. Et c'est tout. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. La dernière fois, pareil, en interview, on m'a dit qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je leur ai dit je fais de mon mieux. Et c'est déjà énorme. Capacité de pouvoir dire je fais de mon mieux. C'est même ce qu'il y a de plus beau aussi. C'est pas donné à tout le monde. C'est Parce que très souvent, on aime bien mettre en phase le CV, je suis. En fait, qui es-tu? C'est marrant ça, parce que ça, c'est un exercice. C'est l'un des tout premiers exercices que j'ai fait quand j'avais créé T'attends quoi? Quand j'ai créé T'attends quoi? C'est qui es-tu? Qui es-tu pour les gens qui t'entourent? Parce qu'en fonction de la personne que tu as en face de toi, tu vas donner qui es-tu pour tes proches. Peut-être, je sais pas si t'es papa ou pas. Pour tes enfants, t'es papa. Pour ta femme, t'es mari. Pour tes collègues de travail, t'es peut-être leur supérieur. Pour tes amis à la mosquée, t'es peut-être c'est un frère. Tu vois, donc, à quel moment tu dis que t'es papa? À quel moment tu dis que t'es frère? À quel moment tu dis que t'es entrepreneur? À quel moment tu dis... Donc, tout dépend de la personne que tu as en face de toi. Ok, mais du coup, si tu devais te décrire, on va dire, en 3 phrases, ou un peu plus longuement, D'accord. Ouais. qui est Nabil? Déjà, tu veux recentrer. C'est ça. Nabil, c'est un père de famille, un entrepreneur, quelqu'un qui essaye de faire de son mieux tous les jours. Voilà. On a recentré un peu. C'est ça. Tu es entrepreneur? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pendant... Moi, tu as plus de 20 ans d'entrepreneuriat? Ouais, c'est ça. Que je sais. Un peu plus. En fait, j'ai quasiment tout le temps été entrepreneur. J'ai été entrepreneur toute ma vie. Et J'ai eu petite expérience salariat, très très jeune. J'ai fait un petit peu d'intérim à mes 18 ans et après entrepreneur direct. Et j'étais entrepreneur avant même d'avoir 18 ans. Ça a commencé très tôt, cette fibre entrepreneuriale. Je crois que ça a commencé à l'âge de 12 ans. À 12 ans, je vendais des boîtes d'allumettes. Ah oui. Ouais, tu sais, au Maroc, il y a les boîtes d'allumettes. Les allumettes, tu peux les allumer un peu partout. Tu sais, c'est des allumettes que tu peux allumer sur un trottoir. Et quand je les ramenais en France, c'était comme des allumettes magiques. Et j'ai vu qu'il y avait un business à monter autour de ça. Du coup, l'été, je ramenais plein de boîtes d'allumettes avec moi et je les revendais. À 12 ans. Ouais, à 12 ans. Après, j'ai fait des t-shirts et tout. Et tu sais, la fibre, elle est très tôt. C'est bien parce que tout le monde ne l'a pas, ça. Dans la communauté, malheureusement, parfois, on est trop dans l'attente ou dans le salariat basique. On a tous un cursus classique où on va étudier, on va trouver un boulot, et après, on va se marier, on va avoir les enfants, on va faire le hajj, et après... Parce qu'on fait on essaye de faire un peu du copier-coller, tu vois, ou du moins, on regarde par rapport à ce qu'on a. Très souvent, quand tu as des gens qui sont entrepreneurs, qui ont des parents entrepreneurs, ils ont cette espèce de fibre entrepreneuriale. Parce qu'il a vu son père faire des business tout le temps, tu vois. Mais quand tu es fils de salarié, tu n'as pas forcément accès à cet entrepreneuriat, tu vois. Et du coup, toi, tu baignais dedans, c'est ça? Non, même pas, je baignais pas dedans, mais c'est justement là où je voulais en venir. Mais tu as des gens qui ont cette fibre entrepreneuriale. Je me rappelle, par exemple, en CP, j'ai changé des cartes. Tu sais, il y avait des cartes et tout, on échangeait des cartes à jouer, hop, j'ai changé, d'essayer d'avoir des prix. Donc je pense que ce truc-là de la négoce, tu l'as depuis tout le temps. Tu as des gens qui ont cette fibre du commerce. Je pense que dans tout quartier, dans toute ville, tu as toujours des gens qui ont cette espèce de fibre commerçante. Et du coup, grâce à cette fibre-là, quels sont les différents business que tu as fait? Oh, j'en ai fait plein. On ne me l'a jamais posé cette question-là. J'en ai fait plein. J'étais dans la téléphonie mobile, j'étais dans l'import-export, j'étais dans la vente de véhicules, j'étais dans le transport, dans le taxi, et j'en passe. Et pourquoi autant d'expériences différentes? C'est parce que tu n'arrivais pas à te retrouver ou tu étais... Ça dépend. Ça dépend. En fait, quand j'ai commencé, c'était plutôt, je prenais l'argent là où il était. J'ai commencé par les marchés. Les marchés, c'est les marchés qui m'ont mis dedans. J'ai commencé les marchés, j'étais au collège. Et au collège, quand j'ai commencé à faire les marchés, au départ, c'était que les week-ends. J'avais le droit que les week-ends. Et puis, j'étais l'un des plus jeunes sur le marché. Tu vois.
Et là, mes collègues, en tous les cas, du moins les gens que je côtoyais, c'était pas mes collègues encore, tu vois. Mais quand tu tu as 12, 13, 14 ans et que tu côtoies des mecs qui ont 30 piges, déjà, c'est pas les mêmes histoires. Tu vois. C'est pas les mêmes histoires, ça parle de négoce, ça parle d'aller acheter des lots, ça parle de faire... Et tu vois, ça développe le mindset. Un exemple tout bête, quand en 4e, je commençais vraiment à faire un petit peu d'argent, enfin, de l'argent. C'était des gros sous à l'époque sur le marché. Je travaillais avec un mec qui faisait du tissu. Il me donnait pour le samedi 250 francs et pour le dimanche 250 francs. Ça faisait 500 francs le week-end. Et ces 500 francs le week-end, ça fait 2000 francs au mois. Je gagnais en réalité pratiquement autant d'argent que mon père. Enfin, pas la même chose parce que lui, il avait un salaire mensuel. Mais au prorata de ce que je travaillais, 2000 francs, c'était encore l'époque où dans ma classe, on avait des 5 francs de bonbons, des 10 francs de bonbons. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est les bonbons que tu mangeais comme ça en cachette. Et là, j'avais 2000 francs. Donc déjà, j'étais dans un autre univers. Tu vois, ça te développe. Tu comprends pas trop. C'est pas le Nabil que tu as aujourd'hui. À l'époque, tu comprends pas trop. Tu te dis, mais attends, papa, tu veux que j'aille à l'école travailler, et tu vois, il faut que j'étudie pour avoir un travail. J'ai déjà un travail. Mais t'es pas fini quand tu es en 4e. T'es même pas commencé encore. Et je comprenais pas, tu vois. Et donc, je pense que c'est là que ça a commencé réellement. Et est-ce que tu pourrais dire que toutes ces expériences-là, elles t'ont apporté quelque chose pour te construire, pour être le Nabil qui a lancé T'attends quoi? Mais clairement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, j'ai fait une intervention tout à l'heure et je parlais avec une dame qui faisait plus ou moins la même chose que moi. Je lui ai dit, mais tu peux pas comparer ton chapitre 1 à mon chapitre 8. Je lui ai dit, là, tu vois Nabil sur les réseaux, mais j'ai pas attendu ça pour... j'ai toute une expérience entrepreneuriale derrière qui a fait que tu tires toujours des leçons des expériences. Tu tires toujours des leçons, même de tes échecs. Tu vois. Et d'ailleurs, le fruit de l'échec, c'est l'expérience. Il y a des expériences. Plus tu payes cher, et plus tu tires une leçon, et tu t'apprends de toutes choses. Est-ce que, après, je ne sais pas si tu en as, mais si tu as des anecdotes ou des leçons, des trucs précis? Ouais, j'en ai plein. J'ai écrit un livre sur ça. Quand j'ai commencé T'attends quoi, je suivais un mec sur les réseaux, un Américain. Et je dis, ouais, il est super motivé, il est super chaud. Tu sais, les Américains, ils sont très no pain, no gain. Tu vois, truc à l'américaine que tu peux pas trop avoir en France, parce qu'en France, on aime bien te tirer. Et donc, je regarde une de ses interviews, et l'intervieweuse lui pose la question, elle lui dit, qu'est-ce qui ferait que la personne qu'on a en face de nous, là, ce serait plus la même? Elle serait pas motivée, elle n'est pas ce degré de motivation. Qu'est-ce qui pourrait faire la diff? Il dit, franchement, tu sais, il se met comme ça à gamberger, c'est la seule question qui le fait gamberger. Il dit, je crois que si mes enfants étaient malades, ouais. Il dit, je crois que si mes enfants étaient malades, je serais dans un autre état d'esprit. Et moi, à ce moment-là, j'avais mes enfants qui étaient malades. Et je me disais, mais en fait, lui, il vit même pas... Moi, je suis en train, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de l'idolâtrer dans sa thématique, tu vois, genre le mec, il est chaud. Mais en vrai, peut-être que si lui, il vivait mon épreuve, et à ce moment-là, j'étais à l'hôpital, tu vois, avec mon fils et tout, en train de dormir avec mon fils à côté. Et je dis, mais en fait, si lui, il vivait ça, il aurait peut-être pas... Donc très souvent, tu vois, sur les réseaux, tu compares la vitrine, tu vois ce que tu peux voir de facette, mais tu ne sais pas réellement ce qu'elle vit, la personne. Et en plus, en ce moment, c'est encore pire. Oui, de toute façon, sur les réseaux, ce qu'il y a de plus beau, c'est l'image que c'est ta publicité, quoi, c'est ta vitrine. C'est exactement ça. Mais pour en revenir, l'expérience, en réalité, c'est la comparaison. Tu sais, tu te compares, mais tu compares ton intérieur à l'extérieur de quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai que la facette extérieure. Je vois que ces podcasts, ces trucs, ces vidéos, mais j'ai pas l'intérieur. Et là, pour la première fois où il a discuté de quelque chose qui le tenait à cœur, moi, subhanallah, à ce moment-là, je vivais exactement cette galère-là. Tu vois, avec un enfant, voilà, d'un autre à l'hôpital. Je dis, mais en fait, t'es quelqu'un. Tu sais, à ce moment-là, je me suis dit, c'était un peu comme une réponse à une invocation. Je dis, ne compare pas ton intérieur à l'extérieur des gens. Pourquoi et comment tu as lancé T'attends quoi? Et pourquoi T'attends quoi? C'est une vraie question, ça. Je ne crois pas qu'on me l'ait déjà posé. T'attends quoi? Parce que c'est une phrase que je disais tout le temps. Les gens, quand on discute d'une manière générale, par exemple, tu vas discuter avec moi, dire ouais, Nabil, j'aimerais bien, il faudrait que. Ouais, mais t'attends quoi? C'est une phrase que je disais tout le temps, mais t'attends quoi? Et là, quand tu dis t'attends quoi, tout de suite, ce qui vient derrière, c'est les excuses. Bah, E, X, Y, Z. T'attends quoi? Et je disais ça très souvent. Et en fait, t'attends quoi? C'est deux choses. Il y a t'attends quoi et fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Du coup, ça, c'est... Ouais, par exemple, quand tu regardes sur mon livre, il y a écrit « T'attends quoi ?» c'est le titre du livre, et en dessous, c'est « Faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard ». Et très souvent, on a tendance à dire « Ouais, je le ferai après, je le ferai demain ». Mais demain, c'est une option, c'est pas une certitude. Qui t'a dit que tu seras là demain? Je le ferai plus tard, mais tu peux me garantir le plus tard? Parce que moi, je serais incapable de garantir que je vais terminer cette interview. Comment est-ce que je peux te garantir? Personne. Et très souvent, on fait ça « Ouais, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard ». Mais plus tard, parfois, c'est trop tard.
Et t'attends quoi? C'est parti de mon métier que je faisais avant, et, qui est le taxi. En l'occurrence, je m'occupais du transport de personnes malades, taxi conventionné. Et pendant des années, je m'amusais à transporter. Pendant des années, je transportais des personnes malades. Et quand tu passes tes journées avec des personnes qui font des chimiothérapies, des radiothérapies, des dialyses, je peux t'assurer que quel que soit ton problème, c'est plus aucun problème. Que ce soit problème d'argent, problème de couple, il n'y a aucun problème qui fait le poids face à la maladie. Et passer 10 heures par jour, 6 jours sur 7 avec des personnes malades, ça te fait forcément voir la vie d'une manière différente. Si tu savais le nombre de fois où j'ai entendu « Vous savez, jeune homme, toute ma vie, j'ai mis de l'argent de côté pensant profiter à la retraite. Et maintenant, vous savez, j'ai passé des années à construire cette maison, me disant que plus tard, vous savez, jeune homme, j'ai toujours rêvé d'aller à... » Et ça, tu l'entends tout le temps, en fait. C'est toujours la même chose qui revenait, la même phrase, le même message dit d'une manière différente, avec des mots différents, mais c'est toujours le même message. C'est les regrets de ne pas avoir fait ce qu'ils pouvaient quand leur santé le permettait. Et quand on entend ça, c'est martelé toute la journée. Vous savez, j'ai toujours voulu. Et je ne te parle même pas du nombre de personnes, de patients que j'ai perdus. Et tu vois les états de santé se détériorer, tu vois. Ouais. Ça résonnait, mais t'attends quoi en fait? C'est comme si tu étais à l'hôpital un peu. Mais je passe mes journées aux hôpitaux. Parce que tu déposes les patients, tu retournes les chercher au service, des fois ils sortent, des fois non. Forcément, tu sais combien de fois, des fois je pleurais, j'avais des problèmes perso, trucs. De quoi je me plains en fait. Et puis en plus, quand les gens ils sont là, ils vont te essayer de ramener. Moi, j'essaye toujours de ramener le smiley. Comment ça va? Vous avez bonne mine aujourd'hui, ça va. Ça vous fait du bien. Il n'y a plus les effets secondaires, il n'y a plus. Ok, vous savez quoi? On va passer d'abord à la boulangerie, on va prendre un petit truc. Non, vous avez c'est même. Combien de fois je faisais ça avec des patients? Je passe mes journées. C'était mon kiff à moi, tu vois, de leur redonner le smiley. Même quand j'ai commencé à me former dans les neurosciences, c'était même pas Nabil t'attends quoi n'existait pas. C'était juste pour décortiquer, pour essayer d'améliorer la vie de mes patients. C'est pour ça que mon parcours, en l'occurrence, tu vois, dans cette thématique-là, il n'a rien à voir. Parce que je commençais à me former en simplement pour améliorer mes échanges avec les patients. Et même quand j'essayais de l'expliquer à mes collègues, je me dis, mais attends, t'as payé 3 000 € ça? Je dis, mais tu te rends pas compte, c'est tout, comment tu peux? C'était pas explicable, mais moi, ça me faisait kiffer, ça me faisait vibrer. Du coup, je pourrais partir du postulat qu'il faut avoir confiance en soi. Et aussi que, par rapport à tout ce que tu m'as dit, ce que je vois à la base, c'est le développement personnel. En gros, depuis le début, tu as tout le temps eu ce réflexe d'avancer, d'aller et de faire des choses pour pouvoir, en gros, t'upgrader. Je pense que c'est tout ce feedback perso qui fait qu'aujourd'hui, je sais que, comme je te l'ai dit tout à l'heure en début d'interview, demain, c'est une option, c'est pas une certitude. Par exemple, je vais te donner un truc tout bête. Je sais pas si tu as vu, là, cet été-là, j'ai fait Paris-Londres en vélo. Non, t'as pas suivi? Je suis parti, j'ai échangé avec un ami et qui a... Bref, ça part de quoi? Ça part de quelqu'un qui m'a challengé. C'est quelqu'un avec qui moi j'ai échangé sur son projet, tu sais. On a tous des amis qui ont un projet. J'ai le projet de... Et tu viens les voir 6 mois après, ils sont toujours dans le projet. Ouais, non, mais là, je suis en train de refaire mon... Ouais, non, là, pour l'instant, c'est en stand-by parce que j'ai des projets... C'est une idée, quoi. Ouais, Et un jour, je rigolais avec ce pote-là, tu vois, je l'avais croisé et tout, il était avec des potes, il faisait du vélo. Et moi, pour les charrier, je leur dis, vous n'en avez pas marre de faire des petits tours comme ça, là, de vélo? Moi, je déteste le vélo, pour information. Après, il me dit, bah ouais, mais toi, je dis, ouais, mais moi, le jour où je fais du vélo, je sais pas, je vais te faire un Paris-Londres. C'était exprès pour rigoler. Sauf que 1 an après, pour le charrier sur son, je lui dis, ouais, t'en es où là de ton projet? Bien entendu, ça n'avait pas bougé. Il me dit, toi, on en parle de ton Paris-Londres en vélo? Tu vois, tu sais, genre mal à l'aise, il voulait me mettre mal à l'aise. Bah, c'est comme ça dans la vie, t'as des gens qui vont se souvenir que de ce que t'as pas fait. Ah, tu peux faire 1 milliard de choses, mais t'avais dit que t'allais terminer ton assiette. Tu sais, il se rappelle que de ce que t'as pas fait. Sauf qu'à ce moment-là, il me le dit, tu vois, il me le dit à une période où je suis pas très titillable, en fait. Tu vois, je suis pas, déjà, d'une, je suis pas très souvent titillable. Ce que je veux dire par là, c'est que rares sont les choses que, si j'ai envie de le faire, je le fais. Je vais pas me dire, oui, mais non, c'est qu'une question d'envie. Et il me dit ça, je lui dis, bah tu sais quoi, je vais le faire. Il me dit, ouais, je te connais. Non, mais je te préviens. Il me dit, va pas faire une annonce sur les réseaux, tu le fais avec trucs. Va pas. Je lui dis, non, je vais le faire. Je lui dis, laisse-moi 2-3 jours, là, le temps que j'annule mes rendez-vous et je vais décoller. Il me dit, ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai fait une des choses que je kiffe le plus faire, qui est pour moi un des plus grands leviers du passage à l'action, c'est l'engagement. Je dis, bah regarde, story. Bon, vous savez quoi, là, je viens de me faire challenger par mon gars, tatati, tatata. Je dis, vous savez quoi, qu'est-ce que vous en pensez si je fais Paris-Londres en vélo? Vous en pensez quoi? Et ça, pour moi, c'est un levier de fou. Parce que je sais que mon nefs
Ah, il va pas me laisser Mhachem. J'ai dit ça, il y a des milliers de personnes qui me regardent. Déjà, d'une, ça va pas me laisser ça. Deuxièmement, il y a un truc, je sais que je vais très souvent avoir des gens qui vont non, c'est pas possible. Et le c'est pas possible. Alors moi, je suis une tête brûlée. Il suffit que tu me dises c'est pas possible pour que je te dise bah, tu sais quoi, on va le faire. Ça, et tu vas avoir des gens qui vont dire ah ouais, c'est génial. Il y a tous les ingrédients pour que je le fasse. Je dis ok, bah laissez-moi 48. Je vais le faire avec mon Rock Rider éclaté, là, mon vélo, mon VTT. Je vais sortir de la cave, ça fait 10 ans, il n'est pas sorti. Et je l'ai fait, sur un coup de tête, Paris-Londres, solo, et en 48 heures. La préparation physique, t'as rien fait Non, du même tout, pas, et, mais et physiquement, ça va. Ouais, ça va, franchement, c'était super cool. C'était même une super expérience, tu veux tout savoir. J'ai kiffé. T'as fait l'aller-retour. Ouais, mais pas en vélo. J'ai fait l'aller. Non, arrête. Non, même pas. Tu sais quoi, tu veux rigoler. Dans cette expérience, il y avait une expérience dans l'expérience. J'ai fait le Paris-Londres, arrivé à Londres. Il y a un moment, j'étais comme frappé par la foudre. Carrément, je me suis mis à pleurer. Tu vois, j'ai l'impression, ça ne regarde que moi, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait une doua à Londres pour avoir un vélo. Et que moi, mon but, c'était d'amener mon vélo de Paris à Londres. Tu vois, je dis, hop, vas-y, il faut que j'aille vite, vite à la grande mosquée de Londres. Vite, vite, vite. Et je suis arrivé et je me suis dit, hop, j'ai offert mon VTT avec tout ce que j'avais acheté. Les lumières, ouais, le vrai bolos, j'avais tout acheté. Des lumières, une chambre à air, un truc de kit de répa, je dis au cas où je tombe en panne et tout. J'avais enregistré des vidéos de comment, j'ai jamais changé de chambre à air de vélo. Tu vois, comment, si je tombe en galère et tout. Et j'ai tout donné à un mec. Et quand je l'ai donné, je me suis senti apaisé, mais d'une force. C'est incroyable. Pour moi, en fait, au-delà du challenge, du kiff de faire Paris-Londres, j'ai l'impression que mon but, c'était simplement d'apporter mon vélo à quelqu'un à Londres qui a fait une demande. Et c'est comme si le créateur il lui a dit, tu sais quoi, je vais te le ramener, il va venir de Paname en vélo. Tu sais, le truc improbable. Et moi, à ce moment-là, j'ai donné le vélo, j'ai senti un sentiment je sais pas comment te dire, de rouchoua. Je me sentais trop bien. Et donc, j'ai donné le vélo. Et là, ça y est, ma mission, elle était terminée. J'avais plus besoin. J'ai fait une nuit à Londres et le lendemain, je suis rentré. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Machallah. Ah, merci, frérot. Si je te dis le mot procrastination. Ah ouais, ça c'est un truc. Je te laisse ce mot. Ouais, vas-y, fais-en ce que tu veux. Ouais. Pour moi, quand tu procrastines, tu mets du délai entre toi et tes rêves. Ça, c'est joli. Pour moi, c'est que ça. Parce que très souvent, quand tu demandes aux gens